Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième cours de SPSVT pour le niveau de première. Alors, on va commencer aujourd'hui, on va s'intéresser à la formation d'une forêt et puis aussi à la cicatrisation des forêts après qu'une catastrophe soit survenue dans ce type d'écosystème. Et ce type de cicatrisation, on appelle ça la résilience, c'est-à-dire la capacité d'une forêt à revenir à son état avant la catastrophe. Alors, pour commencer, on va s'intéresser à la formation d'une forêt. Je vous demande à partir des documents suivants d'expliquer comment une forêt de feuillus va se mettre en place en France à partir d'un sol qui est calcaire. Et aussi préciser comment est-ce que la formation du sol va se faire en essayant d'indiquer quelle va être la dynamique, notamment en termes d'épaisseur. Alors vous avez dans un premier temps une succession de photos de différents stades des végétaux sur un sol qui est toujours calcaire. Donc là on est toujours en territoire calcaire. Et aussi vous avez un graphique qui vous indique trois choses. Vous avez les températures moyennes en fonction de la latitude. Vous avez également la pluviométrie moyenne en fonction de la latitude. La température moyenne, c'est donc la courbe rouge. Et en marron, vous avez une courbe qui indique la profondeur du sol. En gros, en dessous du trait marron, c'est la roche-mère, donc les blocs rocheux qui sont bien lisses. Et au-dessus, vous avez donc la couche qui correspond au sol. Donc tout ça toujours en fonction de la latitude, bien évidemment. Donc je vous demande de me répondre à ma question, mettez-vous au travail, et la correction arrive tout de suite. Alors, pour commencer, le but du jeu, c'est d'essayer de remettre ces photos-là dans l'ordre. On va forcément commencer par le sol nu, où il n'y a rien du tout sur les roches calcaires. Ensuite, les premiers colonisateurs de ces milieux-là, ça va être les mousses et les lichens. Ensuite, on va enchaîner sur les plantes herbacées, les arbustes. Donc quand on est à ce stade-là, on est au stade de garrigue. Et on termine avec une chênaie, donc une forêt de chênes. Quand on regarde dans le détail aussi, on va s'intéresser également à l'épaisseur du sol qui s'est formée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est donc la profondeur qui nous intéresse. Nous, étant donné, on essaie de regarder notre latitude. Nous, c'est au niveau des forêts tempérées. On n'est pas au niveau de l'équateur, donc latitude 0. On n'est pas au pôle Nord, on n'est pas à 90. Donc on est dans ces eaux-là. Ce qui veut dire que quand on va couper la courbe à ce niveau-là, et si on projette pour connaître la valeur de la profondeur du sol, on est à ce niveau-là, c'est-à-dire un peu plus de 3 mètres. On est au-delà de 3 mètres. Ce qui veut dire que on va d'abord avoir des petites mousses et lichens qui vont s'installer sur le substrat calcaire, et avec l'altération de la roche, on va avoir l'altération un petit peu des calcaires, on va aussi avoir un amoncellement de matière organique des mousses et des lichens qui sont morts, et lorsqu'on a tout ça qui se dépose, ça commence à former un sol, ce qui va permettre l'installation de plantes herbacées qui, à leur tour, vont continuer à travailler le substrat pour augmenter l'épaisseur du sol, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne le stade de la forêt. On va avoir une formation du sol qui va se stabiliser aux alentours de cette profondeur-là. Alors, voilà en termes dynamiques sur ce graphique, sur ce schéma, à quoi ça va ressembler. On va commencer par une roche qui est nue, et au fur et à mesure, on va avoir une colonisation d'espèces végétales qui vont avoir une importance de plus en plus grande, qui vont, par le biais de leurs racines, aussi permettre de travailler un peu plus le sol. Donc voilà ce qu'on peut dire. Une forêt, c'est un écosystème qui s'est mis en place sur plusieurs siècles. Ça met beaucoup de temps à tout ça. On met à peu près 300 ans pour que ça se forme. Auparavant, il y avait d'autres écosystèmes qui ont changé. Donc ces écosystèmes mis en place avec des landes herbacées, par exemple, eh bien ça bouge. Ça bouge. Et après, on va avoir un apport de plantes un petit peu plus grande. Ça va former des arbustes jusqu'à obtenir la forêt. C'est ce qu'on appelle une succession végétale. Donc on a cette succession végétale qui aussi va en parallèle non seulement travailler sur ce qu'on voit au-dessus du sol, mais aussi en dessous, avec l'humus qui va se mettre en place pour qu'on ait un bon travail au niveau racinaire en termes d'absorption racinaire. Alors maintenant, une fois qu'on a une forêt qui est bien mise en place, on va voir ce qui peut arriver lorsqu'on a des catastrophes. Par exemple, des insectes ravageurs. Les insectes ravageurs ont donc attaqué des arbres qu'on voit ici, là, un petit peu en marron, là, ici, enfin un peu beige,
Donc ces arbres sont morts à cause d'un insecte, après un incendie, la canicule et la sécheresse qui va fortement abîmer une forêt, et sinon avec des champignons parasites qui peuvent altérer le bon fonctionnement de pour certaines espèces. Puis après, en dernier, il y a également donc l'intervention de la main de l'homme qui peut avoir de grosses répercussions. Donc moi, ce que je vous demande, on va partir sur l'exemple des incendies, parce que je considère que c'est la catastrophe au niveau des forêts qui arrive le plus souvent en France. Donc d'après les photos et le texte que je vous donne, comment évolue une forêt qui est composée de chênes et de hêtres après un incendie? Ensuite, dans un deuxième temps, essayez de m'expliquer pourquoi est-ce que ça évolue ainsi. Après, deuxième question, c'est pourquoi des incendies qui arrivent souvent au même endroit peuvent finir par empêcher une forêt à se recicatriser entre guillemets pour revenir au stade forêt comme avant. Alors, vous avez 3 photos avec un incendie, juste après un incendie, et puis quelques temps après un incendie, et un texte qui vous décrit la dynamique de tout ça, hein. C'est-à-dire mois après mois, année après année, à quel stade on en est, comment est-ce que ça évolue. Donc je vous laisse au travail, la correction arrive tout de suite. Bien. Alors, on commence par la première question. Comment est-ce que ça évolue? Donc juste après un incendie, quelques mois après, vous allez avoir des jeunes pousses qui vont déjà apparaître. Et ces jeunes pousses, au bout de quelques années, ils vont grandir. Donc là, on est dans le cas où vraiment les arbres à côté sont morts, hein. Il n'y a pas de repousse possible. Si on regarde ce texte, il est précisé que quelques mois après, on va déjà avoir des insectes avec des oiseaux prédateurs qui seront là. Et l'air de rien, ça aura son importance, parce que les oiseaux prédateurs, ils peuvent apporter des nouvelles graines qui se sont accrochées au niveau de leurs pattes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être dans une forêt où il y a plein d'autres graines, ils vont récupérer tout ça, ils vont aller à un autre endroit, et ça va permettre de coloniser une forêt qui a été incendiée. C'est un exemple. Ensuite, les premières pousses 6 mois plus tard vont apparaître. Il est intéressant de noter que concernant les plantes annuelles, il faut attendre l'année d'après pour qu'on ait des nouvelles pousses. Ça ne revient pas dans l'immédiateté, ça ne revient pas tout de suite après. Il faut être patient pour que ça revienne. Ensuite, au bout de 3 ans, les chênes qui ont été fortement touchés par l'incendie, qui ne sont pas morts, qui ont survécu, qui ont réussi à survivre, ces chênes-là vont réussir à retrouver les 3/4 de leur surface foliaire. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas encore à leur top de leur forme comme avant, mais ils s'en rapprochent. Et cela va permettre aux autres espèces végétales de revenir. Parce que je rappelle que ma question, c'est comment est-ce qu'une forêt de chênes et de hêtres va cicatriser en gros. Donc qu'on soit bien d'accord, après un incendie, comme on l'a mis là, eh bien s'il faut 3 ans avant que ça revienne avec une surface, un sol qui soit ombragé, il faut attendre plusieurs années. Donc les premiers qui vont être capables de repousser, ça va être les chênes. Donc, on va avoir des petites graines qui vont germer dans le sol. Ces petites graines qui vont germer dans le sol, en premier, dans les zones où il n'y a pas énormément, où il y a beaucoup d'arbres morts, ce seront les chênes. Donc d'abord, en termes de dynamique, on va d'abord avoir les chênes qui vont pousser. Une fois qu'ils seront assez grands, ça aura ombragé le sol, plus les arbres adultes qui auront retrouvé leur surface de feuillage. Et dans ce cas-là, on va avoir suffisamment d'ombre pour que les hêtres se mettent à leur tour à se développer. Donc il faut en attendre à peu près 10 ans pour que les pins et puis les chênes, enfin tous les arbres puissent atteindre 3 mètres minimum. Et une fois qu'on arrive là, il faut attendre encore un petit bout de temps pour qu'on ait la taille, qu'on retourne au stade initial avant l'incendie. Alors pourquoi est-ce que ça évolue ainsi? La réponse est simple. Dans le sol, il y a des graines. C'est-à-dire que tous les pieds que vous voyez ici ont relargué énormément de graines qui donneront plus tard, quand il y a la catastrophe qui est passée, qui vont donner les petits plants qui sont ici. Alors certes, dans certains cas, on n'a pas à attendre qu'un incendie passe, on va avoir des petits plants qui poussent de temps en temps seulement. Étant donné qu'il y a déjà des arbres adultes qui sont à côté, qui vont prendre beaucoup de ressources, c'est un peu compliqué pour les petits jeunes de se développer. Quand on a un incendie qui passe, les petits plants qui commencent à se développer, là ont réellement leur chance pour pouvoir grandir. Alors je parle de ça notamment quand on a des chênes et des chênes à côté, mais par contre pour les hêtres, vu qu'ils sont contents, il n'y a pas de lumière et tout, eux par contre ils aiment bien pousser dans ce genre de cas, et puis il n'y a aucun souci pour atteindre l'âge adulte. Alors,
Maintenant, pourquoi est-ce que des incendies répétés au même endroit pourraient finir par empêcher la reformation de la forêt? C'est une histoire de logique. On se retrouve avec des petits plants qui poussent, et eux, c'est le futur de la forêt. Pour que on ait une nouvelle pousse qui puisse se faire, il faut que ces plants-là puissent atteindre la maturité sexuelle, c'est-à-dire qu'ils soient suffisamment évolués pour pouvoir avoir une reproduction et donc un stock de graines qui se fasse encore une fois au niveau du sol. Si eux meurent avant d'avoir formé des graines de nouveau qui seront dans le sol, s'il y a encore un incendie qui passe, ces plants-là, ils vont mourir. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable qu'il n'y ait pas des feux qui repassent plusieurs fois au même endroit, parce que sinon on va épuiser les stocks de graines qui étaient déjà présents, et si on finit par complètement cramer à chaque fois ces petits plants-là, au bout d'un moment il n'y a plus de nouveau stock de graines qui se fait dans le sol, et dans ce cas-là il n'y a plus de repousse. Et là on va devoir dans ces cas-là repartir de zéro, avec une lande herbacée qui va devoir s'installer, et après on aura des arbustes, et après on aura des arbres qui pourront venir. Et là, dans ce cas-là, au lieu de mettre une centaine d'années pour revenir, enfin, même pas une cinquantaine d'années pour qu'on ait une forêt qui ressemble à une forêt, là par contre, il faudra 300 ans à peu près pour que ça revienne. Donc voilà, en termes de dynamique, voilà en gros à quoi ça ressemble. Quand on a la forêt, c'est le climax, on a une perturbation, et si vraiment c'est très fort, on va repartir au stade d'herbe, broussailles, et après ça revient au fur et à mesure. Mais ça met du temps. Ça met du temps pour que tout ça se reforme. Alors, tout ça pour vous dire que l'équilibre des écosystèmes, ça peut être perturbé par plein de choses différentes. Et ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité d'un écosystème à revenir au stade initial, ça dépend à la fois de la sévérité de la perturbation. Plus c'est fort, plus c'est compliqué de revenir. Et aussi, il y a un truc qui est hyper important, c'est la diversité des graines. Si on a un écosystème qui est sain, c'est-à-dire avec plein d'espèces différentes, ça veut dire qu'on a plein de stocks de graines dans le sol, ça sera assez facile pour repartir. En revanche, si on a une biodiversité qui est très limitée, ça risque d'être compliqué de repartir. Donc il y a aussi les rejets, c'est-à-dire le fait qu'on ait par exemple une branche qui est capable de redonner après une nouvelle pousse et donc un nouvel individu par la reproduction végétative, ça aussi ça entre en jeu. Donc ce qu'il faut aussi, c'est que pourquoi est-ce que c'est important qu'on ait une bonne biodiversité? Parce que dans cette biodiversité-là, on aura plus la biodiversité est importante, plus on sera capable de s'adapter aux nouvelles conditions de vie du milieu après la perturbation. Si, imaginons qu'on n'ait que des espèces qui n'aiment pas du tout les nouvelles conditions du milieu, ça ne va pas se développer, on n'aura pas de nouveau une forêt. Donc voilà, en gros, c'est la biodiversité qui est hyper importante pour qu'une forêt puisse repartir de nouveau. Voilà, c'était mon bilan final. Je vous remercie de votre attention. Ce que je ferai, c'est j'essaierai de voir si je peux vous envoyer des sujets par rapport à ça. Moi, dès la semaine prochaine, on attaque directement le nouveau chapitre. J'envisage encore 2 semaines de cours, et comme ça on aura terminé l'écologie, on n'aura plus qu'une dernière partie à faire, ce sera, bon en plus ça tombe bien avec les différents événements de ces temps-ci, on traitera de l'immunologie. Bien, je vous remercie de votre attention, prenez soin de vous, à tout bientôt.